Hello tout le monde, on se retrouve donc pour l'exercice qui va concerner la période de juillet-août. Nous allons établir ensemble un bulletin de paie qui comporte des heures supplémentaires exonérées et nous allons ensuite voir comment répartir les cotisations par organisme en tenant compte des différentes réductions, déductions ou exonérations que chacun des organismes pourra avoir droit et en faisant en sorte que la répartition soit correctement effectuée. Donc, nous avons un salarié non cadre qui travaille 35 heures par semaine, 7 heures par jour du lundi au vendredi. Il a un salaire de base de 2 000 euros auquel il va falloir ajouter 60 euros de prime d'ancienneté. Au cours du mois, il a effectué 4 heures supplémentaires qui vont être majorées de 25%. Il bénéficie d'une mutuelle dont la base est le plafond de la Sécu avec un taux global de 2% qui va être réparti équitablement entre l'employeur et le salarié. Il bénéficie également d'une prévoyance dont la base va être limitée aux tranches A et B du plafond de la sécurité sociale avec des taux salariaux et patronaux de 0,5% pour chacun d'eux. Le taux accident du travail est de 1,5%, le taux versement mobilité de 2% et le taux passe de 1%. Au cours du mois, le salarié a demandé un acompte de 500 euros. Il reçoit également des titres restaurants d'une valeur de 9 euros et l'employeur prend en charge la moitié de ce coût. L'abonnement au transport en commun est de 60 euros, tout compris. Euh, c'est le coût que paie le salarié. L'entreprise compte 2 salariés et on doit reconstituer le bulletin du mois de janvier 2022 ainsi que déterminer la répartition des montants de cotisation par organisme collecteur. Alors, qu'en est-il sur le bulletin? Donc, concernant le plafond applicable en janvier pour ce salarié, le plafond sera de 3 428 puisque nous n'avons ni régularisation effectuée, nous sommes en janvier, ni proratisation puisque le salarié travaille à temps plein et il ne nous a pas été signalé comme étant absent. Pour ce qui est du montant du SMIC, par contre, on va devoir le majorer du fait que des heures supplémentaires ont été effectuées. Donc le SMIC applicable pour les réductions de charges sera le SMIC tel qu'il était en janvier, donc c'était 10,57 € de l'heure, soit 1 603,12 € par mois, auquel on va ajouter 4 heures supplémentaires fois 10,57 €, ce qui nous donne un montant de 1 645,40 €. Donc ce sera le SMIC du mois, le SMIC applicable au cours du mois pour le salarié et à prendre en compte pour les réductions de charges. La durée mensuelle donc, de travail, 151,67 h, sans surprise, 35 fois 52 semaines, divisé par 12 mois dans l'année. Donc jusque-là, tout va bien. Hop. Alors, concernant à présent le salaire, donc salaire de base 2 000 €. Hop, pardon, décidément. Donc 2 000 € pour 151,67 € qui nous donne 13,19 € de l'heure. Le salarié bénéficie aussi d'une prime d'ancienneté de 60 euros et il a effectué 4 heures supplémentaires que nous majorons de 25%. Et le salaire de référence qui a servi pour calculer la majoration est uniquement composé des 2 000 € de salaire de base, c'est-à-dire que c'est 2 000 € divisé par 151,67, ce qui nous redonne évidemment 13,19 € de l'heure. Et ces 13,19 € de l'heure, je les remultiplie par 1,25 ou si vous préférez par 25% et j'ajoute ce montant au taux horaire de 13,19 comme vous voulez. Mais ce qui est important pour moi, c'était de bien signaler que le taux à prendre en compte ici était le taux du salaire de base sans ajouter la prime d'ancienneté. La prime d'ancienneté ne fait pas partie du salaire de référence pour calculer
les heures supplémentaires, tout simplement parce qu'elles ne rémunèrent pas le travail, mais on va dire la fidélité, du salarié à l'entreprise et de fait, elle n'a pas à être pris en compte dans le décompte des heures supplémentaires. Donc voilà pour, la détermination du salaire brut. Passons maintenant à ce qui nous intéresse plus particulièrement, à savoir, les cotisations et les contributions, à verser. Donc, concernant les cotisations maladie, la cotisation, pardon, maladie versée à l'URSSAF, la base de cotisation est le salaire brut, donc sans difficulté. Le taux patronal, dans notre cas, va bien être de 7%, donc taux réduit au lieu de 13%, tout simplement parce que le salaire est inférieur à 2,5 SMIC. On est bien d'accord que si je prends le montant du SMIC ici et que je le multiplie par 2,5, j'arrive à plus de 4 000 euros, le salaire étant de 2 125 euros, il est inférieur, donc j'applique le taux réduit. Concernant la complémentaire santé ou la mutuelle si vous préférez, la base est le plafond de la sécurité sociale, avec un taux de 2% réparti à équité entre le salarié et l'employeur, donc 1% pour le salarié, autant pour l'employeur, a priori sans difficulté. Concernant la prévoyance, nous avons une base qui est du salaire brut, mais dans la limite des tranches A et B. Le salaire est inférieur à la tranche A, donc il est par définition également inférieur à la tranche B. Donc la base de cotisation sera le salaire sur la tranche A et évidemment nous n'en aurons pas sur la tranche B, avec un taux de 0,5% pour le salarié et autant pour l'employeur. Concernant l'accident du travail, donc le taux est de 1,5% avec une base salaire, donc sans difficulté. Donc, en ce qui concerne la sécurité sociale plafonnée, toujours la même chose. Elle est plafonnée, donc elle est limitée à 3 428 euros. Le salaire étant inférieur, la base de cotisation sera le salaire. Pour la sécurité sociale déplafonnée, bah, la base c'est le salaire, donc ce sera encore le salaire pour nous. Concernant la retraite, la complémentaire Agirc-Arrco, nous avons potentiellement deux tranches, les tranches 1 et 2. La tranche 1 est limitée à 3 428. La tranche 2 va jusqu'à 8 plafonds de la sécurité sociale. Pour mémoire, je ne l'ai pas rappelé, mais on est bien d'accord que la tranche B, elle, va jusqu'à 4 plafonds de la Sécu. Donc là, encore une fois, notre salarié a un salaire inférieur à la tranche 1. Donc, il va cotiser uniquement sur la tranche 1 et à hauteur de son salaire. Il ne cotisera pas sur la tranche 2. Le salaire étant inférieur aux bases de cotisation, on va prendre les salaires comme référence. Hop, donc le salarié n'a pas de retraite supplémentaire, donc rien à compléter ici aussi. Et le salarié, évidemment, n'est pas soumis à la contribution, enfin le salarié et l'employeur ne sont pas soumis à la contribution d'équilibre technique, puisque la contribution d'équilibre technique porte sur les tranches 1 et 2, mais uniquement si le salaire est supérieur à 3 428, ce qui n'est pas le cas, donc on n'a rien à payer. Concernant donc la cotisation famille, la base, c'est le salaire, pas de souci. Par contre, on a ici encore une fois un taux réduit à 3,45 au lieu de 5,25, tout simplement parce que le salaire du salarié est inférieur à 3,5 SMIC. Par définition, s'il est inférieur à 2,5, il est aussi à 3,5. Donc on continue. Concernant la base chômage, elle est limitée à aux tranches A et B pardon, de la Sécu. Donc, en l'occurrence, c'est comme pour notre prévoyance, en fait. Donc, toujours la même chose. Le salaire étant inférieur à la tranche A, la base de cotisation sera le salaire. Le salarié n'est pas cadre, donc nous n'avons pas de contribution APEC. Pour les autres contributions, alors attendez, là par contre je vais bouger pour que vous puissiez les voir. Donc on a un montant total de 34,99 €, mais qui correspond... Oula, je suis partie un peu trop loin. On va y aller tout doucement, ça sera peut-être mieux. Voilà. Qui correspond donc, souvenez-vous, nous avons une entreprise de moins de 50 salariés, donc on va descendre. Hop. Donc nous avons la contribution solidarité autonomie base salaire,
Ce sont des charges spécifiquement patronales, hein, on est bien d'accord. La contribution donc au dialogue social base salaire. La contribution FNAL, cette fois-ci, comme l'entreprise a moins de 50 salariés, la base sera limitée au plafond mensuel de la sécurité sociale, mais dans notre cas, ça revient encore une fois à dire que c'est le salaire puisque lui-même est inférieur au plafond, et avec un taux de seulement 0,1% au lieu de 0,5 pour les entreprises de 50 et plus. Le versement, mobilité, donc là, c'était un petit peu le petit piège. Dans l'énoncé, il était indiqué qu'on avait un taux de 2, mais nous n'avons pas à l'appliquer ici puisque notre établissement, et je parle bien de l'établissement, je ne parle pas de l'entreprise et même de l'ensemble des établissements, mais en l'occurrence, il n'y en a qu'un. Ben, l'établissement a moins de 11 salariés, donc il n'est pas tenu de verser ce montant. Je fais juste une petite parenthèse sur ce versement mobilité parce que parfois il peut induire en erreur. Donc comme je le dis, il ne porte pas sur la société, mais il porte vraiment sur le ou les établissements qui se trouvent dans la zone à laquelle s'applique en fait le taux et qui va être reversé, on va dire, à l'organisme qui assure les transports en commun. Donc si je vais prendre un exemple, ce sera peut-être plus simple. Si vous avez un siège social à Paris avec 5 salariés, toujours à Paris, mais dans un autre arrondissement, peu importe, un autre enfin l'établissement, un établissement, on va dire, avec 10 salariés, et puis un autre établissement à Toulouse avec également allez, 10 salariés. euh, les salariés, donc les 15 salariés, siège 5 plus établissement 10, seront, enfin, seront soumis au versement mobilité. Enfin, quand je dis les salariés, c'est l'employeur en fait hein, qui est soumis, mais il sera soumis pour ces salariés-là au versement mobilité. Et au versement mobilité applicable à Paris en l'occurrence, je crois que c'est 2,75 si ma mémoire est bonne, forcément c'est le taux le plus important. Et le montant est reversé ensuite, enfin, transite par l'URSSAF, mais est reversé ensuite à la RATP. Par contre, les salariés à Toulouse qui, eux, ont un taux à 2, bah, ne seront pas, enfin, l'employeur ne sera pas soumis à verser ce taux mobilité parce que les salariés ne sont que de 10, donc moins de 11. Donc pour ceux de Toulouse, il n'aura pas à verser le versement mobilité. Ce qui est assez logique en fait. En gros, c'est si les salariés potentiellement peuvent bénéficier des transports en commun, alors l'employeur devra cotiser pour eux. Mais si potentiellement ce n'est pas le cas, ben, ça n'a pas de sens que l'employeur cotise pour des salariés qui, par définition, ne bénéficieront pas des transports en commun de la ville. Je ne sais pas si c'est à peu près clair, j'espère que oui. Je ferme la parenthèse. Ensuite, donc concernant le forfait social, entreprise toujours de moins de 11 salariés, donc nous n'aurons pas à verser le forfait, social sur les parts patronales de mutuelles et de prévoyance. Nous n'avons pas de forfait social à 20 aussi. Par contre, si le salarié avait eu, par exemple, bénéficié d'une retraite supplémentaire, eh bien, nous aurions eu un forfait social à 20 sur la part patronale de retraite supplémentaire. Là, peu importe la taille de l'entreprise. Donc apprentissage, ben, taux à 0, enfin base, salaire, hein, et taux à 0,68, donc là, c'est le même pour tout le monde. Certaines petites entreprises qui embauchent des apprentis peuvent être exonérées. C'est un petit peu particulier l'apprentissage. Donc pour la part, formation, entreprise pardon, de moins de 11 salariés, donc base salaire avec un taux à 0,55. Et je rappelle bien sûr que apprentissage et formation ont fusionné en une seule contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance si ma mémoire est bonne. Donc voilà pour les charges patronales. Hop, je remonte un petit peu. On en était ici. Alors, la CSG-CRDS, je vais passer et je vais y revenir dans un tout petit instant parce qu'elle est impactée ici, comme vous pouvez peut-être le voir, par le fait que le salarié a fait des heures supplémentaires. Donc, je vais peut-être commencer par les exonérations et notamment les exonérations patronales.
puisque les exonérations salariales concernent aussi les heures supplémentaires et je vais traiter le tout ensemble pour qu'il y ait un petit peu de cohérence, on va dire. Donc, dans les exonérations patronales, en fait, on a dans ce montant de 275 euros, on a en réalité deux montants. On a d'une part la réduction sur les charges patronales classiques, hein, ex-Fillon, si vous préférez, et d'autre part l'exonération sur les heures supplémentaires, puisque l'entreprise a moins de 20 salariés. Donc, on va commencer par la réduction sur les charges patronales. Donc, le salarié doit, pour pouvoir pour que l'employeur en bénéficie, avoir un salaire inférieur à 1,5 SMIC, hein, vous vous souvenez, au niveau du SMIC, la réduction est maximale et quand on arrive à 1,6, elle est de 0 et elle est de 0 par la suite, évidemment. Donc, le SMIC à prendre en compte, c'est le SMIC tel que nous l'avons calculé tout à l'heure, donc 10,57 fois 35 fois 52 divisé par 12, hein, c'est les 1603 euros en fait, plus les 4 heures qui vont eux aussi être multipliés par 10,57 et ajoutés. Ce qui nous donne, et on multiplie évidemment le tout par 1,6, ce qui fait que 1,6 correspond à, pour ce mois-là, 2632,63 euros. Le salaire étant de, j'ai un doute, alors attendez, hop, peut-être que 2100, je sais plus. 2125,93, il est évidemment inférieur à 1,5 SMIC, donc nous allons avoir une réduction à appliquer sur les charges patronales. Donc le coefficient de réduction pour les entreprises de moins de 50 salariés pour l'année 2022, T est égal à 0,3195 divisé par 0,6, le tout multiplié par 1,6 SMIC divisé par le salaire du mois, ce qui nous donne un coefficient arrondi à 4 chiffres après la virgule de 0,1269. Juste encore une fois, petite parenthèse, je vous rappelle que si vous faites le calcul sur Excel, il faut vraiment que vous utilisiez la formule arrondie. Il ne suffit pas de faire en sorte que ne s'affiche que 4 chiffres après la virgule, parce que c'est ce qui s'affiche, c'est ce que nous voyons, mais pour Excel, s'il y a 20 chiffres derrière, pour lui, il fera les calculs avec ces 20 chiffres. La seule façon pour que lui ne prenne vraiment en compte que les 4 chiffres qui suivent la virgule, c'est d'utiliser la formule arrondie. Petite parenthèse que je ferme. Calcul donc du montant total de la réduction, ça sera le salaire fois le coefficient, donc 0,1269, ce qui nous donne un montant de 269,78 euros. Concernant la réduction forfaitaire sur les charges patronales, le salarié a effectué 4 heures supplémentaires. L'employeur peut bénéficier d'une réduction d'1,50 € de l'heure, ce qui nous fait 6 euros. On aimerait que ce soit toujours aussi simple. Et on additionne ces deux montants pour les noter dans les exonérations patronales. Donc hop, je redescends et on va maintenant passer donc à tout ce qui est CSG et exonération salariale sur les heures supplémentaires. On va faire un petit focus là-dessus. Alors, concernant cette fois-ci les heures donc supplémentaires et salariales, enfin l'exonération salariale. Donc, le salarié va être exonéré de cotisations dans la limite du plafond de la Sécu ou de la tranche A. Donc, dans notre cas, en fait, on va reprendre le montant des heures supplémentaires, soit 65,93 € ici, hein, tout simplement. Hop, voilà. Et on va multiplier ce montant par 11,31% pour déterminer le montant de l'exonération. Donc, pourquoi 11,31%? Tout simplement parce que si vous regardez bien au niveau de la retraite ce qui s'est passé, notre salarié a bien cotisé pour la retraite, que ce soit plafonné, déplafonné, donc pour l'URSSAF, que pour la retraite Agirc Arco, puisque la base de cotisation était le salaire complet, donc heures supplémentaires inclus, ce qui fait qu'on va reprendre les taux de cotisation applicables aux retraites, donc 11,31 en tout, et qu'on va multiplier par le nombre d'heures supplémentaires pour déduire ce que l'on avait ajouté indûment, on va dire ça comme ça.
Juste une petite parenthèse, on peut aussi retrouver, ce taux, en ajoutant les montants ici et en les divisant par le salaire. Si vous faites, l'opération, vous allez retrouver, 11,31 et pourquoi, je le mentionne? Parce que lorsque votre salarié percevra un salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale, donc supérieur à 3 428 pour le cas, général, il ne faudra pas oublier que l'exonération est limitée, en fait, à la première tranche, en fait, à 3 428 et la seule façon, à ce moment-là, de retrouver le taux applicable, eh bien, ce sera d'additionner les montants de retraite et de les diviser par, le salaire brut pour voir à quoi ils correspondent. Tout simplement. Donc là, dans le cas qui nous intéresse, on pouvait effectivement additionner les taux et retrouver donc cette réduction, qui, vient, a priori désormais, hem, qui est notée pardon, ici dans exonération, écrêtement et allègement de cotisations. Donc voilà pour la partie exonération de cotisations, mais ce que l'on nous dit également, c'est que la CSG-CRDS sur les heures supplémentaires vont être intégralement soumises à impôt. Les autres éléments, on va dire, qui sont soumis à CSG-CRDS, on les divise en 2 parties finalement. On a 2,9 de CSG-CRDS soumise à impôt, donc 60 €, ce montant de 60 € va être ajouté à la base imposable. Par contre, à hauteur de 6,8 donc les 140 € ici, ne seront pas soumis à cotisation. En ce qui concerne les heures supplémentaires, eh bien, c'est l'intégralité, donc 6,8 plus 2,9, donc de 9, oui, de 9 pardon, soit 9,7 qui seront soumis à cotisation. Ce qui fait que la solution la plus simple, pour, retrouver ensuite la base imposable, va consister à, distinguer 3 lignes de CSG-CRDS. Une première ligne avec pour base le salaire moins les heures supplémentaires, le tout fois 98,25 plus bien sûr, hein, classique, les bases patronales de mutuelle, et de prévoyance. Attendez, je vais peut-être vous mettre le calcul sous les yeux, ça sera peut-être plus simple, non, quand même? Donc, ici, donc les 2 000 plus les 60 € de prime d'ancienneté, le tout fois 98,25 auquel on ajoute la mutuelle et la prévoyance, qui nous fait donc, bien une base. Là où je suis repartie, j'aurais pas dû. Je vais y arriver, hein, je suis sûre que je vais y arriver. OK. De 2 068, et que l'on va gérer de façon, on va dire, classique, hein, avec, 6,8 qui sera déductible et puis 2,9 qui ne le seront pas. Et une troisième ligne pardon, de base CSG pour laquelle on aura cette fois-ci que les heures supplémentaires fois 98,25 puisque elle aussi bien sûr bénéficie de l'abattement, mais qui vont être multipliées par, le taux global de CSG et CRDS pardon, soit 9,7 et le résultat donc 6,28, sera intégralement soumis, à impôt. Base, et puis là, j'ai mis la base, mais j'ai pas mis le montant. Bon, c'est pas très grave dans le détail du calcul, pardon. Donc voilà pour, la gestion de la CSG, CRDS. Donc total des cotisations, moi, là, je pense que c'est facile pour tout le monde. C'est la somme de tous les montants. Je pars dans tous les sens là, hein, c'est pas que dans ma tête. C'est la somme donc de tous les montants. Notre salarié, hop, je vais me remettre comme j'étais précédemment. Voilà ce qui me gênait. Je suis sûre que je suis en train de vous donner le mal de mer. Hop, avec le truc qui bouge. Voilà, je pars sur les titres restaurants, pardon. Donc, notre salarié perçoit, des titres restaurants donc d'une valeur de 9 €. Si l'employeur en prend en charge la moitié, soit 50
par définition, le salarié, on prend aussi en charge 50, donc 4,50 € et nous avions bien 21 titres au cours du mois de janvier, tout simplement parce que le salarié travaille du lundi au vendredi, 5 jours en semaine 1, plus, 5 jours en semaine 2, 5 jours en semaine 3, 5 jours en semaine 4, ça fait 20 jours et le lundi 31, 21 jours. Bien sûr, si le premier, enfin, si le jour férié avait été bien chômé et était tombé un lundi, par exemple, le lundi 1er, eh bien, on n'aurait pas décompté de titres restaurant pour le salarié ce jour-là. On est d'accord, hein, pour que le salarié perçoive des titres restaurants, qu'il ait travaillé juste avant et juste après, si on peut dire, l'heure de repos, au sein de l'entreprise et dans la société en général, en fait. Hop, donc ça, c'est fait. Donc notre salarié avait également un abonnement transport donc d'une valeur totale de 60 euros. L'employeur est tenu de rembourser, la moitié, soit, 30 euros. Et le salarié avait demandé un acompte, donc on vient ici bien sûr déduire le montant de 500 euros. Je reviens juste un instant sur le titre restaurant. Donc bien sûr, il s'agit de la part salariale et bien sûr, on l'a déduit. Le salarié rembourse en quelque sorte à l'employeur la part qu'il a payée pour lui. Donc le net à payer avant impôt, ce sera le salaire brut moins les cotisations moins les titres restaurants, moins la compte et plus l'abonnement transport dont l'évolution de la rémunération, due à la suppression des cotisations maladie et chômage, hein. C'est pas une cellule, très importante, mais ce sera, la base, chômage fois, la base maladie fois 0,75 qui est l'ancien taux, de cotisation salariale pour la maladie, plus la base chômage fois 2,4 ancien taux de cotisation, chômage, moins les bases, puisqu'on a plusieurs, enfin on en a 2 finalement, donc la base ou les bases si vous préférez, CSG, CRDS, hein, qui sont juste au-dessus. Donc ici, en fait, de 2068 plus 64, les 64 pour les heures supplémentaires, donc moins cette base cumulée, fois 1,7 puisque l'exonération, enfin les, l'abattement pour frais était précédemment, plus important, ce qui nous donne 30,70 € et on en arrive à un point qui me semble plus intéressant, donc à savoir le montant net imposable. Alors attention, le mal de mer, c'est reparti. Hop, voilà, je vais le mettre ici parce que j'ai les calculs en dessous en fait. Peut-être que c'est bien que vous ayez les deux ensemble, tout simplement. Alors, le montant net, voilà. Donc, dans le cas qui nous intéresse, le montant net imposable et la base pour les impôts seront égales, en fait, tout simplement parce que nous ne sommes pas dans une situation où une différence va apparaître. Typiquement, le cas où on aura une différence, c'est lorsque le salarié est en arrêt, que ce soit maladie, accident du travail, et que l'employeur applique la subrogation pour les indemnités de sécurité sociale. Donc là, dans notre cas, on n'est pas concerné. Et donc le montant net imposable va être, le salaire brut. Est-ce que ça peut être bien visuellement enfin, si vous êtes comme moi, vous avez besoin. Donc ce sera le salaire brut moins, les heures supplémentaires, puisque encore une fois les heures supplémentaires, enfin encore une fois non, je ne vous l'ai pas encore dit, mais les heures supplémentaires en elles-mêmes ne sont pas imposables, c'est leur CSG qui est imposable, mais pas elles. Donc le salaire brut moins les heures supplémentaires, plus bien sûr la part patronale, c'est grand classique, de cotisation au titre de la mutuelle, hop, moins évidemment les cotisations salariales et hop, hop, pardon, moins les cotisations salariales et plus, la CSG CRDS qui n'est pas déductible, donc en l'occurrence les 60 euros et les 6,68 €. Ce qui nous fait un montant de 1 675,70 €.
Heu, voilà pour, la base imposable. Une fois qu'on a la base imposable, on nous avait dit que le taux était d'impôt du salarié est de 1 donc ben, on applique tout simplement, ce qui nous fait un montant de 16,76 € pour le mois et également le même montant en cumul annuel puisque nous sommes encore en janvier. Le net à payer, ben, ce sera tout simplement, le net à payer avant impôt sur le revenu moins, les 16 € qui ont été versés pardon aux salariés. Oui, c'est pas bien ce que j'ai fait, bon c'est pas grave. Moins les 16,76 € qui ont été versés aux salariés et le montant net des heures supplémentaires ou éventuellement heures complémentaires exonérées, qui cumulées en fait ne doivent pas dépasser alors pour l'instant c'est toujours 5 000, mais je crois que c'est en train de changer. Donc sur l'année, hein, 5 000 € sur l'année, et bien, on va le retrouver tout simplement en en prenant, pardon, le montant des heures supplémentaires, puisque le montant brut, ben, c'est également le montant net puisqu'on est exonéré, auquel on va déduire, la part de CSG-CRDS que l'on paie sur les heures supplémentaires, mais que l'on n'a pas à payer sur les autres éléments de salaire. À savoir, bah, c'est 65,93 fois 98,25, donc la base que nous avions, pour les heures pour la CSG-CRDS sur, des heures supplémentaires ici, fois 6,8, c'est-à-dire les 6,8, déductibles pour les autres éléments, mais qui ne le sont pas pour les heures supplémentaires. Ce qui nous donne donc, pour le mois en cours, un montant de 61,53 €. Donc nous sommes largement en dessous des 5 000 et le net à payer, je ne sais pas si il me semble que je vous l'ai déjà dit, je perds la tête. Bon, le net à payer en tout cas, c'est, le net, avant passe, moins le montant du pass, mais oui, je vous l'ai déjà dit, je perds vraiment la tête. Et alors allègement, de cotisations, donc l'allègement, pardon, des cotisations, employeurs, eh bien, cela va correspondre en fait au montant que nous avons noté ici au titre des exonérations, écrêtements et allègements, auxquels on va ajouter, dans le cas qui nous intéresse, bah, la base de cotisation maladie fois 6%, puisque l'employeur paie 7%, mais le taux normal est de 13%, donc il est gagnant. Et on va également ajouter la base de cotisation famille fois 1,8 pour les mêmes raisons. L'employeur paie 3,45 au lieu de 5,25. Ce qui nous donne donc un montant total pom, 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 de 441,60. Le total versé par l'employeur, comme d'habitude, hein, c'est le salaire brut plus les cotisations patronales qui se trouvent ici. Et voilà pour la partie, calcul du bulletin. Alors je viens de m'apercevoir que j'ai commis une erreur stupide, concernant la cotisation chômage. Le taux n'était pas de 4 pardon, 0,1 comme je l'avais noté, mais il est bien de 4,20 c'est-à-dire 4,05 au titre du chômage et 0,15 au titre de l'AGS, ce qui nous fait 4,20 en tout. Donc cela modifie la base chômage, cela modifie bien sûr le total des contributions et des cotisations employeurs et cela va également modifier le total versé par l'employeur. Ensuite, pour le reste, tout ce que l'on a vu était correct. Désolée, désolée. Alors, voyons à présent la répartition des charges sociales par organisme collecteur. Donc, à quoi cela sert-il de regrouper les différents prélèvements effectués par organisme? Eh bien, tout simplement à vérifier au niveau de la DSN que chaque organisme va bien recevoir le montant qu'il est censé avoir et pas un autre. Donc on va commencer par, voir, l'ensemble de ces montants avant, déduction et avant exonération pour ensuite répartir les déductions et les exonérations entre qui de droit. Puisque c'est la partie en fait la plus, «complexe», entre guillemets ou qui va nécessiter en tout cas un petit calcul, on va dire.
Donc l'URSSAF est en passe, hein, de devenir, quasiment le collecteur, unique, on va dire, pour, la majorité des cotisations. Donc à l'heure qu'il est, l'URSSAF, va collecter toutes les cotisations qui apparaissent ici dans le prélèvement, étant entendu qu'ensuite elle va bien sûr reverser, les montants concernés aux différentes, structures qui sont censées en bénéficier. Donc nous avons ensuite donc les parts, salariales, les parts patronales et puis, bah, le montant total, donc avant déduction, avant exonération. Le montant dû à l'URSSAF concernant ce salarié, est de 962,65 €. L'Agirc Arco ou la caisse de retraite collecte encore pour l'instant, les cotisations qui lui reviennent. Il faut savoir que normalement en janvier 2023, ce sera l'URSSAF qui, récupérera ou qui collectera, les cotisations retraite complémentaires et CEG et CET d'ailleurs et qui les reversera aux caisses de retraite. Je dis normalement parce que j'ai vu passer un document qui disait qu'il pourrait y avoir encore un nouveau report, d'où le fait que j'ajoute cette partie dans la vidéo. Si report, il y a pardon, à nouveau, l'exercice a son intérêt, sinon j'avoue que ça serait beaucoup moins intéressant puisqu'à partir de janvier, ça sera beaucoup plus facile si, encore une fois, la GIRC, Arco ne collecte plus, les parts qui lui reviennent, mais si c'est l'URSSAF qui le fait. Donc concrètement, l'Agir Carco, pour l'instant, en tout cas, collecte tout ce qui est retraite complémentaire et CEG, et nous avions un total de 213,02 € avant déduction et exonération. La DGFiP, eh ben, en ce qui nous concerne, elle va collecter uniquement donc, le PASS, donc les 16,76 €. La mutuelle, l'organisme de frais de santé, va recouvrer 68,56 € et l'organisme de prévoyance 21,26 €. Si nous avions eu un organisme de retraite supplémentaire, il serait venu à s'ajouter aux autres. Alors, comment allons-nous à présent répartir les déductions et les exonérations par organisme, sachant que les deux organismes concernés ici sont l'URSSAF et la GIRC Arco, en fait. Donc, première répartition, elle va concerner la réduction générale sur les charges patronales, donc ex Fillon. Alors la réduction sur les charges patronales, je vais bouger un peu, voilà. Concrètement, vous vous souvenez, hein, nous avons, utilisé, concernant donc cette entreprise de moins de 50 salariés, dans la formule, nous avions, utilisé la valeur T à, 0,3195. Et bien, à quoi correspond ce 0,3195? Il correspond tout simplement à la somme des taux de cotisation qui ont fait l'objet d'une déduction, oui, d'une réduction, d'une exonération, je vais y arriver, pardon. Donc nous avons, bah, la base maladie à hauteur de 7 évidemment. Alors pourquoi je dis évidemment? Puisque le taux maladie sera de 7 jusqu'à 2,5 SMIC. Étant donné que passé 1,5 SMIC, nous n'avons plus de réduction sur les charges patronales, le taux maladie sera toujours le taux réduit. Nous avons la vieillesse plafonnée à 8,55, la vieillesse déplafonnée à 1,90, pardon. La CAF, même chose, taux réduit, puisque par définition, on ne passe au taux majoré qu'après 3,5 SMIC. Pour l'accident du travail, pour 2022, il a été décidé, donc ça c'est au niveau gouvernemental, hein, que seul 0,59% du taux de cotisation accident du travail ferait l'objet d'une exonération. Donc, peu importe le taux de l'entreprise, s'il est de 1,5, 3,5 ou peu importe, on ne déduira que 0,59. Alors, quand je dis 0,59, c'est la limite. Si l'entreprise avait 0,20, eh bien évidemment qu'on ne déduirait que ce montant-là, bon, sauf cas très particulier. Le FNAL pour nous est à 0,10%, le CSA à 0,30% et le chômage à 4,05%. On ne déduit pas l'AGS, d'où le fait que c'est 4,05 et non pas 4,20. C'est comme ça que je me suis aperçue que j'avais fait une bêtise tout à l'heure. Petite parenthèse.
Donc le sous-total, URSSAF, ben, représente 25,94. Nous allons ensuite, bien ajouter 4,72 et 1,25 au titre de la retraite et de la CEG, ce qui nous fait, heu, un sous-total de 6,01 et 6,01 plus 25,94, on retombe bien sur, 31,95. Je voulais préciser un tout petit point, mais c'est passé. Ah oui, nous n'avons pas évidemment la CET, pardon, tout simplement parce que encore une fois, la CET ne s'applique qu'à partir de 3 428 €, ce qui est largement au-dessus de 1,6 SMIC. Donc elle n'apparaît jamais dans ces réductions. Donc une fois que l'on a ces informations, on connaît donc le taux de répartition entre l'URSSAF et la GIR-CARCO, on va pouvoir calculer la part de chacun. La part de l'URSSAF sera le montant global de la réduction fois la part de l'URSSAF, donc 25,94, divisé par 31,95. C'est un produit en croix, hein, tout simplement. Et la part de la GIR-CARCO, ben, même chose, hein, 269,78 fois 6,1 divisé par 31,95. Donc ces deux montants vont venir se déduire au montant que l'on a trouvé pour l'URSSAF et la GIR-CARCO. Concernant la déduction forfaitaire patronale, tout revient à l'URSSAF, donc c'est assez simple, 6 € devront être déduits en plus des 219 à l'URSSAF. L'exonération de charges salariales sur les heures supplémentaires, vu que le salarié est en dessous du plafond, eh bien, on peut tout simplement reprendre les taux appliqués. Donc, la part de l'URSSAF, le taux, c'est ben, la vieillesse, euh, la vieillesse pardon, plafonnée et la vieillesse déplafonnée. Donc, le montant des heures supplémentaires fois 6,9% et plus 0,4%, donc 4,81. Et la part de retraite complémentaire, eh bien, ce sera le montant des heures sup fois 4,01, qui est le taux applicable à, pardon, aux cotisations de retraite complémentaire ou à GIR-CARCO. Je vais y arriver. Et évidemment, quand on ajoute ces deux montants, on retombe sur 7,46 €. Bah, voilà, maintenant que l'on sait ceci, eh bien, on peut donc reprendre nos cotisations par organisme. Et puis, ben, pour l'URSSAF, enlever en fait les réductions, déductions et exonérations qui doivent s'appliquer, ce qui nous fait finalement un montant de 728,76. Même chose pour la GIR-CARCO, donc on va avoir un total de 59,63 € et les autres montants, bien sûr, sont restés inchangés. Et voilà, on en arrive à la fin. Donc, je pense déposer dans l'espace partagé le PDF avec le bulletin de paie et puis les charges réparties par organisme. Donc ça, c'est un premier point. Comme vous avez pu le voir, je ne vais pas faire un deuxième exercice. On va dire que c'est en 2 en 1. Il y a 2 exercices en un pour juillet-août. Tout simplement parce que je voudrais refonder l'espace partagé justement enfin, il n'est vraiment pas pratique, ni pour vous, ni pour moi et que ça va me prendre du temps parce que je ne suis pas une technicienne ni une informaticienne, encore moins. D'une part, et puis d'autre part, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment faire la vidéo sur la réduction des charges patronales parce que ça fait 1 an maintenant que ben, de fait je procrastine et c'est dommage parce que quasiment tout est prêt. Donc voilà, là il faut que je m'y mette. Donc pas d'exercice, un engagement avec moi-même. Je m'occupe des charges patronales. Ceci étant dit, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances si vous n'en avez pas encore pris, ou un bon retour si c'est passé pour vous. Et je vous dis à bientôt.